Bonjour, ravi de vous retrouver sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler de l'externalisation de la fonction juridique avec Benjamin Gras, fondateur du cabinet Inside. Ce sera dans quelques instants. On va parler également de conflit d'intérêts pour un acteur public avec Nicolas Sfez, associé de Spring Legal, et enfin Constantin Pavleas, avocat fondateur du cabinet Pavleas Avocat, nous parlera du Data Privacy Framework. Voilà pour les titres, on commence tout de suite. Lex Inside. On commence tout de suite ce Lex Inside et je suis en compagnie de Benjamin Gras, fondateur d'Inside, avec qui on va parler d'externalisation de la fonction juridique. Benjamin, bonjour. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce que l'externalisation de la fonction juridique ? L'externalisation de la fonction juridique, c'est une solution qui permet aux directions juridiques de pouvoir mieux piloter leurs ressources, leur budget, leurs charges, avec un objectif d'agilité et de flexibilité. Quels sont les enjeux de l'externalisation des services juridiques de l'entreprise ? Alors, les enjeux de l'externalisation vont principalement dépendre des objectifs auxquels ils doivent répondre, mais on peut en noter deux principaux. Un enjeu de souplesse et aussi un enjeu de formation pour les juristes qui font partie des directions juridiques. À quels objectifs répond l'externalisation des services juridiques ? Alors, l'objectif va déjà aussi dépendre de la taille de la direction juridique. Et on remarque que le plus souvent, les clients font appel à de l'externalisation pour trois raisons principales. La première, c'est de répondre à un départ, qu'il soit voulu lié à de la mobilité interne, un congé maternité, un congé paternité. Le deuxième, pour permettre une montée en compétences. Souvent, il y a des nouveaux projets qui arrivent et les directions juridiques n'ont pas forcément les compétences en interne pour répondre à ces besoins. Le troisième, avec tous les enjeux de LegalOps et de Legal Design qui émergent maintenant, ça peut être aussi de faire appel à de l'externalisation pour de la digitalisation, de la gestion de projet, puisque le plus souvent, les juristes n'ont pas de formation de gestion de projet. Alors on a bien compris les enjeux, les objectifs de l'externalisation des services juridiques, mais comment réussir cette externalisation ? Alors, pour réussir l'externalisation, ça dépend à la fois du client et à la fois du cabinet qui réalise cette externalisation. Parce que le terme peut paraître un peu impropre, c'est de l'externalisation parce que c'est du détachement du cabinet vers le client. Mais en fait, pour le client, c'est de l'internalisation, l'objectif étant d'avoir quelqu'un qui intègre la direction. C'est avoir des compétences. Exactement. Ça va donc dépendre du cabinet. Est-ce que le cabinet a une vision assez simple de l'externalisation qui peut se rapprocher de l'intérim, du portage, du CDD pour faire simple, ou est-ce que le cabinet peut avoir une vision un peu plus poussée et va voir l'externalisation comme une vraie prestation de service avec d'autres accompagnements que la simple mise à disposition d'une ressource. Et donc, il va y avoir des retours d'expérience, de la formation interne et de répondre à de nombreuses sollicitations. Ça, c'est côté cabinet. Côté client, c'est d'assurer, c'est de l'anglicisme, l'onboarding du consultant. Ça veut dire quoi ? De s'assurer que la mission démarre bien. De s'assurer qu'on lui présente la mission, de s'assurer qu'on lui présente les bons interlocuteurs et limite de l'accueillir comme si c'était un juriste à part entière. Mais pour que ces deux critères soient réunis, il y a un autre critère qui est fondamental et qui lui est limite en amont, c'est un projet, c'est une expression de besoin. C'est de s'assurer que le client fasse la bonne demande, qu'il ait bien exprimé le bon profil, les bonnes missions qui vont être réalisées, les bonnes compétences, car très souvent, on se rend compte que les clients, les sociétés demandent souvent des profils qui ont 3 à 5 ans d'expérience dans le cadre de l'externalisation. Et très souvent, ce 3 à 5 ans d'expérience est demandé pour avoir de l'autonomie. Or, le plus souvent, lorsque l'on creuse un petit peu, on se rend compte que les missions qui vont être réalisées peuvent être largement réalisées par quelqu'un qui a 1 à 2 ans d'ancienneté. Comment conciliez-vous la formation d'avocat avec le business model de l'externalisation ?
Alors, ça, c'est un vrai enjeu. La formation des juristes est très traditionnelle et comme on l'a évoqué juste à l'instant, il n'y a pas de gestion de projet. Or, l'externalisation qui doit être vue, à mon sens, comme une vraie prestation de service, nécessite d'inclure une vision de gestion de projet, de gestion du planning, de gestion des budgets, de gestion des ressources. Il y a une vraie évolution et cette évolution, je ne pense pas que les formations traditionnelles soient encore prêtes à le faire. Et donc, ça sera au cabinet de permettre cette montée en compétence de son juriste ou de son salarié. Et ça fera partie du parcours de formation, du parcours d'intégration qui sera fourni par le cabinet afin de s'assurer que l'externalisation qui sera fournie au client soit la meilleure possible. Entre guillemets, aujourd'hui, ce sont les cabinets qui assurent la formation des prestations d'externalisation? Ce devrait être le cas. Et il y a aussi un autre enjeu sur le business model ou sur le fonctionnement classique des cabinets d'avocats, qui est qu'il peut être parfois difficile de concilier externalisation et collaboration libérale, puisqu'il est parfois difficile d'allouer le temps nécessaire au collaborateur pour sa clientèle personnelle, quand le plus souvent, les sociétés demandent un accompagnement 5 jours par semaine. On va conclure là-dessus. Merci Benjamin d'être venu sur notre plateau. On poursuit ce Lex Inside et on va parler conflit d'intérêts avec mon invité Nicolas Sfez, associé de Spring Legal. Nicolas, bonjour. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts ? Alors le conflit d'intérêts, c'est une notion dont on entend souvent parler, mais qui n'a été définie finalement que de manière assez récente par la loi de 2013 dans la fonction publique, pour la loi de 2013 sur la transparence de la vie publique. Et au terme de cette loi, le conflit d'intérêts se définit comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics et privés qui serait de nature à influencer ou qui peut paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l'agent public. Alors on connaît mieux maintenant ce qu'est un conflit d'intérêts. Existe-t-il différents types de conflits d'intérêts ? Alors la notion est très large. En réalité, quand on parle de conflit d'intérêts, on a plein de situations dans lesquelles on peut se retrouver dans des conflits d'intérêts. Ça peut être des relations qui sont passées, des relations bien évidemment actuelles, et on a essentiellement des conflits d'intérêts qui sont matériels, c'est-à-dire des relations par exemple patrimoniales, financières. On peut imaginer par exemple, petit d'exemple, un élu qui devrait délivrer un permis de construire à une société dont il serait actionnaire par exemple, ou un fonctionnaire qui serait chargé d'instruire un dossier de subvention pour une association dont pour laquelle il travaillerait par ailleurs. Donc c'est des situations qui peuvent être variables. Il y a aussi des conflits d'intérêts qui sont plus immatériels, qui sont des relations d'amitié, des relations familiales, également des relations d'inimité, j'allais dire des gens qui sont fâchés. Ça peut constituer aussi un conflit d'intérêts. Alors vous avez listé un certain nombre de situations de conflits d'intérêts. Comment éviter de se retrouver dans ce type de situation ? La loi le prévoit en réalité, c'est-à-dire depuis dans le code général, dans le code de la fonction publique, dans le nouveau CGFP, on a une obligation pour un agent public qui se trouve en situation de conflit d'intérêts de prendre les mesures nécessaires pour éviter d'être en conflit d'intérêts ou pour éviter de se retrouver dans une situation qui aboutirait, on verra peut-être après, à des sanctions ou à des illégalités de décisions sur lesquelles il pourrait intervenir. Donc ces mesures dépendent de la situation, d'abord du conflit d'intérêts en tant que tel, c'est-à-dire le conflit d'intérêts peut être structurel, c'est-à-dire de manière très générale, il s'appliquerait à énormément de situations, donc qui nécessiterait de revoir l'organisation d'un service, par exemple, ou alors des points plus ponctuels, comme je vous disais tout à l'heure, qui peuvent être traités. Comment on les traite ? On les traite par une obligation pour l'agent de prévenir d'abord sa hiérarchie, qui va être amené à prendre des décisions qui normalement seront des demandes d'abstention de l'agent sur les dossiers concernés ou de déport, c'est-à-dire qui se retire de l'examen du dossier. Pour terminer, quid des sanctions en cas de conflit d'intérêts ? Alors les sanctions, il faut les imaginer à 3 niveaux. D'abord les sanctions pour l'administration. En réalité, l'agent ou l'élu qui serait dans une situation de conflit d'intérêts peut entacher une décision d'illégalité
parce qu'il est impartial en réalité sur cette décision, et le Conseil d'État peut annuler par exemple des procédures de passation de contrats publics. Et donc ça peut avoir de lourdes conséquences tout parfois. à fait, pour l'administration, avec des annulations de décisions, des délivrances. Je parlais tout à l'heure des subventions, donc par exemple de décisions d'octroi de subventions qui pourraient être sanctionnées par le juge administratif. Ensuite, on a un autre volet de sanctions qui sont des sanctions administratives disciplinaires pour l'agent public qui n'a pas fait ce que je vous disais qu'il devait faire tout à l'heure, c'est-à-dire de prendre les mesures nécessaires pour éviter d'être dans cette situation de conflit d'intérêts. Qui ne s'est pas déporté, par exemple. Voilà, qui ne s'est pas déporté. Et ces sanctions peuvent être assez importantes puisqu'elles peuvent aller jusqu'à la révocation de l'agent ou la mise à la retraite d'office dans certains cas. Donc ça. Et enfin, dernier volet, évidemment, c'est le volet pénal, qui est évidemment ici celui dont on parle le plus. On a beaucoup d'affaires qui remontent. Bien sûr. Et qui sont essentiellement ce qu'on appelle la prise illégale d'intérêt. C'est-à-dire sur la prise illégale d'intérêt, donc tout agent en fait qui serait pris dans une situation de pouvoir bénéficier en fait d'un intérêt illicite est passible d'une sanction de 5 ans de prison et de 500 000 € d'amende, plus des peines d'inéligibilité, etc. Donc ce qui peut être assez important. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir reçu. Quels sont les enjeux du Data Privacy Framework? On en parle tout de suite avec mon invité, Constantin Pavléas, avocat fondateur de Pavléas Avocats. Constantin, bonjour. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce que le Data Privacy Framework? C'est une décision d'adéquation de la Commission européenne qui autorise les transferts des données entre l'Union européenne et les États-Unis dans le cadre d'un cadre protecteur. C'est une décision d'adéquation, une reconnaissance de l'Union européenne d'un système de protection aux États-Unis adéquat. Donc ce n'est pas nouveau, c'est presque, on continue dans la succession de 2 accords précédents qui avaient été invalidés, le Safe Harbor, premier accord de ce type négocié entre la Commission européenne et la Federal Trade Commission, qui a été invalidé en 2015, en octobre 2015, a suivi le Privacy Shield quelques mois après, février 2016, qui était donc qui vient quelques mois avant le RGPD, donc février 2016, invalidé en juillet 2020, 4 ans après, toujours à l'initiative de l'avocat autrichien Max Schrems. La Cour européenne, sur une question préjudicielle, invalide ce 2e accord. 2016, c'est les années Trump, me semble-t-il. Et 4 ans après, nous avons en juillet 3 ans après, 2023, l'accord, le Data Privacy Framework. Alors, quels sont les enjeux de ce nouvel accord? Les enjeux sont très importants puisque depuis l'invalidation du Privacy Shield, nous étions dans un système où les États-Unis, de notre point de vue européen, n'offrait pas un niveau de protection adéquat des données personnelles. Et il fallait donc trouver des garanties pour chaque transfert de données, et on parle d'un marché massif, gigantesque. Toutes les secondes, il y a des quantités énorme de données qui transitent entre les 2 continents. C'est un des piliers du marché, des échanges commerciaux entre les 2 continents, qui doit peser, me semble-t-il, quelque chose comme 6 000 milliards de dollars. Donc le transfert de données est une partie très conséquente de ces échanges commerciaux, et depuis pendant ces 3 années, nous étions dans un système où nous devions justifier au cas par cas les transferts des données. Donc,
On était dans l'artisanat, si je puis dire, en tout cas dans la recherche, dans un cadre du RGPD, les clauses contractuelles type, les engagements, les accords contraignants d'entreprise, binding corporate rules. On devait trouver des systèmes pour garantir les échanges de données. La Cour européenne, invalidant le Privacy Shield en 2020, nous disait encore faut-il penser même à des mesures complémentaires, puisque le système américain, de par les pouvoirs d'interception des autorités de renseignement, très intrusifs, et à vos praticiens, à vos entreprises de trouver des garanties complémentaires. Quelles sont les conséquences de cet accord? Il facilite. Il reconnaît l'adéquation du système américain. Alors pourquoi tout cela change? Sur quoi est-ce que cet accord est bâti? Le Data Privacy Framework, il est bâti sur un décret présidentiel pris par le président Biden en octobre 2022 et qui revoit les fondements du fonctionnement des agences de sécurité, du renseignement américain. Et il donne des garanties supplémentaires, il est vrai. Il institue déjà une procédure de fonctionnement des agences de sécurité. Il érige en principe l'interception non pas massive mais ciblée des données, et donc ça c'est la pierre angulaire, ce qui avait fait basculer les deux autres accords précédents dans l'invalidation ou la non-reconnaissance d'un niveau de protection, c'était que les agences de sécurité interceptaient de manière massive, la NSA, National Security Authority, interceptait de manière massive les données. Là, ce décret érige en principe l'interception ciblée. Il institue des voies de recours pour les personnes, pour les Européens. Il institue une Data Privacy Review Court. Ce serait une juridiction, mais il n'y a pas un niveau d'appel. Est-ce qu'il y a un risque d'invalidation de ce nouvel accord? Il y a un risque très important d'invalidation. Et, il y a un risque très important à la fois politique, mais aussi juridique. Politique parce que nous avons des élections aux États-Unis. Il y a aujourd'hui on voit dans les sondages la possibilité du retour de Trump aux États-Unis, qui pourrait très facilement annuler le décret présidentiel de Joe Biden. Il n'y aurait plus de fondement du coup à ce Data Privacy Framework. Même si c'est un autre candidat républicain, les républicains ont une position beaucoup plus différente et moins protectrice des données, sachant qu'aux États-Unis, il n'y a pas une loi fédérale sur la protection des données. Et sur le plan juridique alors? Quand on regarde le décret présidentiel, on nous dit que le principe c'est l'interception ciblée et non pas massive, mais il y a des exceptions. Et c'est là où le bas blesse, puisque les exceptions, c'est lorsque, dans certains cas, on peut cibler, et ce sont les agences de sécurité, de renseignement, qui décident, dans des cas déterminés, mais les cas sont quand même nombreux et larges, donc le terrorisme, le financement d'organisations illicites, etc. C'est l'agence de sécurité qui décide de l'opportunité d'une interception ciblée. Nous avons, alors sur ce point, c'est un point majeur puisque nous avons une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, donc Big Brother Watch contre le Royaume-Uni, qui nous dit l'interception ciblée des données, massive des données n'est pas en soi interdite. L'interception massive n'est pas en soi interdite. Mais s'il y a une interception massive, elle doit être sous l'autorité et la surveillance d'une autorité de bout en bout. C'est-à-dire de la décision d'une interception massive jusqu'à la fin de cette procédure d'interception. Donc sous couvert, sous la surveillance d'une autorité administrative, pour le moins une autorité indépendante, une autorité administrative indépendante ou une juridiction. Et là, ce n'est pas le cas. Donc ce serait probablement un des fondements d'invalidation. Il y a eu déjà des recours. Le député Philippe Latombe, député français, a initié 2 actions, une en suspension et une autre sur le fond. L'action en suspension n'a pas été admise par le tribunal de première instance de l'Union européenne.
reste son action sur le fond. L'avocat autrichien Max Schrems aussi regarde, semble-t-il, comment introduire une nouvelle action en invalidation. Plutôt la question, c'est quand est-ce que cet accord sera invalidé. On va conclure là-dessus, à suivre donc. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.